cette oligarchie internationaliste qui impose le libre-échange intégral, suicidaire pour nos emplois et nos marchés, mais plus encore pour notre identité, notre sécurité et notre liberté. C'est elle qui impose la subversion de nos valeurs morales et familiales, qui impose l'antiracisme militant et obligatoire dans nos écoles, dans nos administrations et dans les grands médias écrits, radiodiffusés ou télévisuels. C'est elle qui nous abreuve de bonnes paroles mondialistes, affirmant que la mondialisation est indépassable, alors qu'elle n'est ni nouvelle ni générale. Le niveau des échanges en volume a certes augmenté, mais le poids de ces mêmes échanges est resté à peu près identique à ce qu'il était au début du XXe siècle. C'est ainsi, par exemple, que les échanges économiques entre la France et l'Allemagne représentent exactement le même pourcentage, pas le même volume, mais le même pourcentage qu'en 1913. Le commerce a toujours existé depuis la Méditerranée antique jusqu'à aujourd'hui. La révolution des communications, la vraie, c'est moins l'Internet que l'invention de la radiotélégraphie au XIXe siècle qui a fait passer l'humanité du temps long des communications maritimes au temps court des câbles électriques. On nous dit le commerce, le commerce, le commerce, en faisant des bonds de camerie. Mais la plupart des grands pays industrialisés sont fermés. Essayez donc d'exporter des boulons en Chine ou en Corée du Sud, une voiture au Japon, quelques bouteilles d'eau minérale aux États-Unis. Ces pays sont ouvertement protectionnistes et lorsqu'ils diffusent la propagande libre-échangiste, c'est pour les autres, pas pour eux-mêmes. On les comprend. Tous les pays qui, comme la France, ont commis la sottise de supprimer unilatéralement leurs frontières, ont subi le déferlement migratoire, la pression à la baisse des salaires, la montée du chômage des travailleurs nationaux, le ralentissement de la croissance, la disparition des PME, la chute du niveau de vie, sans compter la libre circulation des épidémies comme la grippe A, la grippe aviaire, la vache folle, la tuberculose, j'en passe et des pires. Tous ces mots qui sont les nôtres aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'affirme qu'ils sont nés de l'idéologie euromondialiste, compilation d'idées dites nouvelles, mais toutes plus fausses les unes que les autres. C'est notamment au Parlement européen que s'élabore au quotidien, je puis en témoigner depuis 25 ans que j'y siège, la nouvelle idéologie dominante, idéologie commune à tous les politiciens. Il faut en effet savoir que dans l'hémicycle, le consensus politique est total ou presque. En 2008, l'UMP et le PS ont voté de façon identique pour ou contre sur 93% des votes nominaux. Le point commun de tous les textes présentés est le sacrifice à l'idéologie de la mondialisation et du libre-échange bienfaisant, entre guillemets, de l'immigration nécessaire, du triomphe des droits de l'homme, encore qu'à géométrie variable, de la croisade européenne pour sauver le climat mondial, quel qu'en soit le coût économique et social, et l'absolue relativisation des valeurs. La préférence communautaire, sœur cadette de la préférence nationale, était présente dans le traité de Rome. Elle a complètement disparu aujourd'hui dans une Europe qui n'arrive pas à définir ses propres frontières, ni n'accepte de réguler le commerce avec le reste du monde par de vrais droits de douane. L'Europe a mis en œuvre non pas la libéralisation du marché européen, mais la libéralisation du marché mondial. Le Parlement réalise bien quelques rapports pour mettre en cause des violations des droits de l'homme dans tel ou tel pays, mais jamais, absolument jamais, il n'est proposé d'agir contre les pratiques déloyales de pays comme la Chine, dumping, travail forcé, copie, contrefaçon,
voire produits dangereux au plan alimentaire ou sanitaire. Jamais il n'est proposé d'interdire des importations, d'imposer des normes ou des sanctions. Ce qui doit primer, c'est le commerce mondial le plus libre possible. Et bien évidemment, tout protectionnisme est inenvisageable pour ces gens-là. Le Parlement est capable de pleurer sur le sort des industries du textile, mais pas de condamner l'ouverture de nos marchés à la Chine, qui en est la principale bénéficiaire. J'ai visité l'autre jour, à Bourgoin-Jallieu, le musée du textile. La France était un grand pays textile il y a encore quelques dizaines d'années. Et la région, en effet, cette région dans l'Isère, des régions de l'Est et du Nord de la France, au soleil une industrie textile prospère, elle a complètement disparu. Et la visite de ce musée me laissait à la fois une double impression d'admiration pour les progrès constants qu'avaient fait nos ancêtres dans la maîtrise des techniques qui conduisaient à la production des tissus modernes, et en même temps une grande mélancolie de me rendre compte que la France devenait progressivement une terre de musée. À Caen, le musée de l'agriculture départementale, locale, nationale, où Mohamed montrera à son fils des instruments et disant « Tu vois, Mohamed Sina, c'est comme ça qu'il travaillait les paysans. » Le Parlement européen peut s'émouvoir de la fermeture des dernières usines en Europe de l'Ouest, mais il n'a jamais rien fait pour que notre sidérurgie soit rachetée par un industriel, pour empêcher que notre sidérurgie soit rachetée par un industriel indien qui en a appris tous les savoir-faire et les a transposés en Inde et dans d'autres pays émergents. Il faut bien comprendre que la suppression de nos frontières permet à ces pays qui n'ont pas les mêmes coûts de production que nous, qui ont des salaires dérisoires des entreprises françaises, vient de proposer à ces ouvriers licenciés d'aller aux Indes pour un salaire de 79 € par mois. Ces pays de surcroît n'ont pas de législation sociale, pas de ces charges sociales qui écrasent nos entreprises. Alors il est évident qu'ils peuvent, sans frontières, nous fournir des produits beaucoup moins chers que ceux que pourrait sortir l'industrie nationale, d'où la double conséquence de la faillite des entreprises françaises ou de leur délocalisation. Voilà la réalité de notre pays. C'est progressivement, complètement désindustrialisé. Je ne ferai pas la longue liste de toutes les industries qui ont disparu, mais chaque fois que vous ouvrez votre journal le matin, vous apercevez qu'il y a de nouvelles entreprises en difficulté qui sont d'abord obligées de faire un plan social, en prévision d'ailleurs tôt ou tard de l'obligation de délocaliser ou de fermer. Alors ce Parlement s'intéresse, s'émeut verbalement des difficultés rencontrées par nos entreprises, mais en vérité il ne fait rien pour empêcher qu'il en soit ainsi. À vrai dire, la classe politique européenne préférerait que les immigrés viennent occuper en Europe les derniers emplois disponibles. Savez-vous que le plan prévu, c'est qu'avant 2050, il entre en France 23 millions d'immigrés supplémentaires, jusqu'au jour où nous serons minoritaires dans notre propre pays, ce qui est déjà le cas dans un certain nombre de villes françaises.